Retour vers le futur, est-ce vraiment possible avec une machine à remonter le temps? J'étais anéanti. Je me disais que si je pouvais construire une machine à remonter le temps, je pourrais retourner le voir, lui dire ce qui allait se passer et peut-être même lui sauver la vie. C'est devenu une véritable obsession. En 1997, Mike Markham, un bricoleur en électricité autodidacte, pénétra dans une machine qu'il avait construite dans son garage, fit un pas dans le champ électrique qu'elle générait et disparut. Évanoui, sans laisser de traces, sans un mot, sans un au revoir, sans une adresse. Son garage fut réduit en cendres la même nuit. Les enquêteurs découvrirent du cuivre fondu, des transformateurs détruits et une brûlure circulaire de près de 2 mètres de diamètre incrustée dans le sol en béton, mais aucune trace de lui, aucune trace de Mike. Seule une note manuscrite glissée dans une boîte à outils en métal survécut à l'incendie. On pouvait y lire « Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de perception ». Pendant 29 ans, Internet s'est enflammé de spéculations sur son sort. Voyage dans le temps, enlèvement par le gouvernement, portait vers une autre dimension. Certains le croyaient mort. D'autres affirmaient qu'il n'avait jamais existé. Puis, en 2022, Mike Markham réapparut plus âgé, épuisé, portant une boîte en bois remplie de carnets de schémas et de preuves accumulées pendant 29 ans. Mais ce qu'il leur apportait n'était pas la preuve du voyage dans le temps. C'était quelque chose de bien pire. Voici son histoire. La découverte. Mike Markham a grandi dans le Missouri rural des années 70 et 80. Sans diplôme, sans financement, sans relation. Juste un gamin dangereusement obsédé par l'électricité, récupérant des transformateurs dans les décharges, apprenant l'électronique en autodidacte, grâce à des livres de la bibliothèque, passant tout son temps libre dans un garage aménagé derrière une ferme, loué, avec tout ce qui pouvait produire des étincelles bobines, Tesla, échelle de Jacob, tout ce qui pouvait générer un arc électrique à haute tension. Il n'avait pas de plan précis. Il aimait simplement la puissance brute de l'électricité. Et au début des années 90, cette obsession l'a conduit à quelque chose qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Il avait construit une échelle de Jacob, 2 tiges métalliques en forme de V, la haute tension créant un arc électrique qui monte entre elles. Il utilisa un équipement de démonstration de physique standard, mais Mike remarqua un phénomène qu'aucun manuel ne lui avait préparé. Lorsqu'il positionna un pointeur laser bon marché à travers l'arc électrique, le comportement de ce dernier changea. Il devint plus stable, plus concentré, et les objets placés à proximité se mirent à scintiller. Au début, il pensa à une illusion d'optique, l'arc lumineux lui brouillant la vue, mais il ne put s'empêcher d'y réfléchir. Il commença alors à expérimenter méthodiquement petits objets métalliques entre les tiges, virondelles, pièces de monnaie. Et parfois, à l'espace d'une fraction de seconde, ils disparaissaient. Sans bouger, sans tomber, ils disparaissaient simplement. Visible, un instant disparu, l'instant d'après, puis de retour. Et c'est à ce moment précis que la vie de Mike Markham a basculé. Tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui s'est passé après. L'appel. Il est devenu obsédé, il a tout documenté. Les niveaux de tension, les conditions environnementales, les schémas de chaque configuration. Il était convaincu d'avoir découvert quelque chose d'authentique. Il ignorait simplement de quoi il s'agissait et avait besoin qu'on le rassure sur le fait qu'il n'était pas en train de perdre la raison. En janvier 1995, il décrocha son téléphone et appela Coast to Coast AM, la légendaire émission de radio nocturne animée par Art Bell. Mike était nerveux et bafouillait. Il expliqua à R qu'il avait construit dans son garage un appareil capable de faire disparaître des objets de la réalité pendant une fraction de seconde, puis de les faire réapparaître exactement au même endroit inchangé. Art Bell. Un homme qui en avait entendu de toutes les couleurs se pencha vers lui. « Comment sais-tu que l'objet disparaît ?» demanda-t-il. Serait-ce simplement une illusion d'optique due à l'arc?
La réponse de Mike laissa Art sans voix. « Je sais que ça disparaît parce que je le sens, » dit Mike. Quand le champ est parfait, tout dans le garage semble bizarre. L'air est comme suspendu. Et je ne suis pas le seul à le remarquer. Mon chien n'approche plus du garage. Les oiseaux ne se posent plus sur le toit. Il y a quelque chose dans ce champ qui fait que les êtres vivants préfèrent être ailleurs. Il y eut un silence, un vrai. Puis Art dit prudemment « Mike, je veux que tu documentes tout. Fais venir des témoins, enregistre une vidéo et rappelle-moi. » Cette invitation a tout changé. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous dès maintenant car ce n'est que le début. L'escalade. Au cours des mois suivants, les expériences de Mike se sont intensifiées. Il ne se contentait plus de faire scintiller les objets. Il voulait comprendre, maîtriser, amplifier ce phénomène. Et pour cela, il lui fallait bien plus de puissance que ce que son matériel de récupération pouvait lui fournir. Alors, durant l'été 1995, Mike a commis un acte insensé. Il a volé 6 transformateurs industriels dans un poste électrique rural. Il les a raccordés entre eux dans son garage, créant ainsi un système capable de puiser d'énormes quantités d'électricité sur le réseau. Et tenez-vous bien, lorsqu'il l'a mis en marche, la consommation fut telle qu'elle a provoqué une coupure de courant chez plusieurs voisins. Les lumières ont vacillé, l'équipement est tombé en panne. Les enquêteurs des services publics ont remonté la piste de la surtension jusqu'au garage de Mike. Il a été arrêté inculpé de vol et de mise en danger de la vie d'autrui et condamné à 60 jours de prison. La plupart des gens se seraient arrêtés là, auraient tiré les leçons de leurs actes et seraient retournés réparer leurs appareils électroménagers. Pas Mike. Ces 60 jours en cellule l'ont rendu encore plus obsédé. Il passait tout son temps à dessiner de nouveaux schémas, à peaufiner ses calculs, à concevoir un appareil encore plus puissant. Il est sorti de prison plus obsédé que lorsqu'il y était entré. À sa sortie fin 1995, Mike a de nouveau appelé l'émission Coast to Coast AM, mais cette fois Art Bell a immédiatement remarqué quelque chose de différent. La voix de Mike avait changé. Plus sombre, plus urgent, presque désespéré. Mike a dit à Art qu'il avait reconstruit son système légalement cette fois avec des composants achetés, affiné la conception de meilleurs mécanismes de contrôle, une stabilisation laser plus précise, et que les effets n'étaient plus subtils. Les objets ne font plus que clignoter Art, dit Mike. Ils disparaissent pendant des secondes, parfois plus, et quand ils reviennent, il arrive qu'ils soient déformés. Il décrivit l'expérience d'un bloc de bois placé entre les arcs. Celui-ci disparut pendant 3 secondes. Quand elle réapparut, elle était glaciale, bien plus froide que l'air ambiant, comme si elle venait d'un autre endroit, dans un lieu glacial. Il fit l'expérience avec une fleur. Elle disparut, puis revint fanée comme si des jours s'étaient écoulés au lieu de quelques secondes. Et puis Mike dit quelque chose qui fit passer la curiosité d'Art Bell à une véritable inquiétude. Il avait fait un test avec une souris. La souris avait disparu pendant 5 secondes. À son retour, elle était vivante, mais complètement désorientée, se déplaçant de façon erratique et refusant de manger. Elle est morte. 2 jours plus tard. « Mike, » dit Art, et on pouvait entendre l'inquiétude dans sa voix. « Tu dois arrêter de faire des expériences seul. Contactez de vrais scientifiques. Faites-vous superviser. C'est inadmissible pour une personne seule dans un garage. » Mais on pouvait l'entendre dans la réponse de Mike. Il n'écoutait plus. L'obsession l'avait complètement englouti. Et le pire était à venir. La situation allait empirer. L'appel final et la disparition. Fin février 1996. Mike passa son dernier appel à Coast to Coast AM. Ce qu'il dit ce soir-là stupéfia même l'auditoire d'Art Bell, une foule qui, au fil des années, avait tout entendu. Mike expliqua qu'il avait élargi le champ. Il n'affectait plus seulement de petits objets. Il affirma pouvoir y pénétrer partiellement et que lorsqu'il le faisait, le temps lui paraissait différent. « C'est comme si tout ralentissait sauf vous, » dit Mike. Vous voyez les choses se dérouler au ralenti. Vous pouvez vous déplacer entre les secondes et lorsque vous en sortez, vous réalisez que plus de temps s'est écoulé
que vous ne l'aviez perçu, comme si vous étiez parti plus longtemps que vous ne le pensiez. Un silence de mort s'installa au bout du fil. Puis Art posa la question que tout le monde se posait. « Mike, tu es en train de me dire que tu as construit une machine à remonter le temps. » Mike marqua une pause, puis prudemment, « Je ne sais pas si c'est un voyage dans le temps, mais c'est quelque chose. Le champ perturbe la perception normale ou la réalité normale. Je ne saurais dire, mais j'y suis presque Art. Il me faut juste plus de puissance et un meilleur stabilisateur. » Art tenta de le raisonner. « Faites appel à des scientifiques. Agissez dans le cadre du système. » Mais la paranoïa de Mike s'était installée. Il parlait de surveillance gouvernementale de gens qui épiaient sa maison de voiture, qui n'avaient rien à faire dans sa rue. L'appel se termina sur une promesse. « Je rappellerai en mars. J'aurai des preuves, des vidéos, des mesures, tout ce que vous avez demandé. » Cet appel n'est jamais venu. Mars 1997. Mike était devenu silencieux. Téléphone coupé, lettres retournées. Les gens qui passaient devant la ferme disaient qu'elle semblait abandonnée. Puis le garage a brûlé. Les enquêteurs ont trouvé du cuivre fondu, des transformateurs détruits et cette marque de brûlure circulaire de 1,8 mètres sur le sol en béton, mais personne pas de Mike, juste un mot dans la boîte à outils. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de perspective. Les enquêteurs ont conclu qu'il avait probablement fui avant l'incendie, peut-être même qu'il l'avait déclenché lui-même. Affaire classée. Un avis de disparition a été déposé, mais aucune suite n'a été donnée. En revanche, sur Internet, l'histoire a fait le tour du web. À l'été 1997, Mike Markham était devenu une légende d'Internet. Les forums regorgeaient de théories. Il avait voyagé dans le futur, voyagé dans le passé ouvert, un portail était tué par le gouvernement et avait tout mis en scène. L'émission Coast to Coast AM a consacré des épisodes entiers à ce mystère. Mais attendez, ce n'est pas tout. La légende s'épaissit. Durant l'été 1998, un internaute a exhumé un article de journal datant de 1930. Le corps d'un homme âgé d'environ 30 à 35 ans avait été retrouvé sur une plage californienne. Il portait des vêtements qui semblaient étrangement modernes pour l'époque. Dans sa poche, on a découvert un petit appareil métallique rectangulaire, recouvert de boutons et de symboles non identifiables. L'appareil a été photographié. L'image était granuleuse, mais une fois améliorée et publiée en ligne, elle a révélé quelque chose d'inquiétant. On aurait dit un engin bricolé dans les années 1990, ce qui semblait être des indicateurs à l'aide d'un langage visuel correspondant au croquis de Mike. Mike aurait-il pu voyager dans le temps jusqu'en 1930 et y mourir? Cet appareil aurait-il pu être l'une de ses unités de contrôle? Les preuves étaient minces, mais elles ont alimenté la légende jusqu'à ce que Mike Markham devienne l'homme qui avait construit une machine à remonter le temps et qui a été retrouvé mort en 1930, des décennies avant sa naissance. Pendant des années, l'histoire est restée en suspens, un mystère non résolu, une fable édifiante murmurée tard dans la nuit sur les forums paranormaux jusqu'en 2006. À présent, écoutez bien ce qui suit. En septembre 2006, le Dr. Harold Voss, professeur de physique en Oregon et auteur d'un blog sur les sciences marginales, a ouvert sa boîte mail et y a trouvé un message qui l'a glacé d'effroi. L'expéditeur prétendait être Mike Markham. Le message « Je sais que les gens me croient mort. Je ne le suis pas. Mais je ne suis pas vraiment là non plus. La machine a fonctionné, mais pas comme je l'imaginais. Je vous envoie des schémas, un cadre de stabilisation par vortex de 3e génération. Ne le construisez pas, étudiez-le simplement. Comprenez ce que je n'ai pas pu comprendre. » Des schémas techniques bien plus complexes que tout ce que Mike avait décrit à l'antenne étaient joints. Des schémas de circuits, des équations de champ, des avertissements concernant les effets biologiques. Le Dr. Voss a lu le courriel 3 fois, a tenté d'y répondre, mais sa réponse a été rejetée. L'adresse IP a été localisée dans une bibliothèque publique de Kauai, à Hawaï.
Les autorités ont vérifié, mais personne ne se souvenait d'une personne correspondant à la description de Mike. Une autre impasse. Et le mystère s'épaissit. Le retour. Puis vint 2022. 29 ans après la disparition de Mike Markham. Andrew et Melanie Carter venaient d'acheter une vieille ferme dans la campagne de l'Ohio. Lors de la rénovation du grenier, ils ont découvert une lourde boîte en bois dissimulée derrière de l'isolant dans un coin qui n'avait pas été touché depuis des décennies. L'étiquette indiquait « Monsieur Markham ». Ne pas ouvrir avant le moment opportun. À l'intérieur des carnets remplis de notes manuscrites de schémas de circuits et de dates s'étalant de 1995 à 2021. Des circuits imprimés, certains brûlés, d'autres intacts, emballés dans des sachets antistatiques, et une photographie Polaroid montrant un homme debout à côté d'un grand cadre métallique annulaire. Date 21 juin 2021. Au dos, quelqu'un avait écrit « Ça a fonctionné, mais pas comme je l'avais imaginé ». Voilà le hic. L'un des journaux contenait l'adresse exacte de la ferme où vivaient désormais les Carter. À côté, un mot « Stabilité du champ magnétique optimal ». Endroit de stockage sûr. Ils le trouveront le moment venu. Comment Mike connaissait-il cette adresse? Comment savait-il que les Carter achèteraient cette maison en particulier? Comment une boîte cachée depuis des années pouvait-elle contenir des documents datés de 2021? Andrew et Melanie en ont parlé sur Reddit. Le message est devenu viral. En quelques jours, des personnes qui suivaient l'histoire de Mike Markham depuis des décennies ont commencé à les contacter. Puis, 3 semaines plus tard, Andrew a reçu un appel. Numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil était fatiguée, usée, mais reconnaissable entre mille pour quiconque avait déjà écouté les vieux enregistrements de Coast to Coast. Ici Mike Markham. J'ai entendu dire que vous avez trouvé mon colis. Je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé. Puis-je venir vous voir? Il est arrivé à la ferme des Carter en octobre 2022, à 59 ans, l'âge qu'il aurait dû avoir s'il avait vieilli normalement depuis 1997. Mais il paraissait bien plus vieux, marqué par le temps, comme un homme usé par quelque chose d'invisible aux autres. Ce qu'il révéla à Andrew et Melanie au cours des heures suivantes changea tout. D'après Mike, il n'avait pas voyagé dans le temps, du moins pas comme on l'imaginait. « La machine ne m'a pas fait voyager dans le temps », a déclaré Mike. « Elle m'a désynchronisé de tous les autres. J'étais toujours là, aux mêmes endroits, au même moment, mais j'étais déphasé comme une radio légèrement désaccordée. On entend encore la musique, mais elle est floue, lointaine. On est présent, mais pas tout à fait là. » Il a décrit la nuit de l'incendie en mars 1997. Machine de 3e génération bien plus puissante que toutes les précédentes. Le champ se stabilisa et Mike, dans un moment d'insouciance, s'y engouffra. Aucun éclair, aucune sensation de mouvement, juste une douce impression de déconnexion. Comme si le monde avait légèrement basculé vers la gauche et qu'il était resté immobile. Lorsqu'il sortit, tout semblait identique, mais des heures s'étaient écoulées. La machine avait surchauffé et pris feu. Mike s'en était sorti, mais lorsqu'il avait tenté de contacter des proches, quelque chose clochait. Ses amis avaient reconnu son visage, mais étaient incapables de se souvenir de son nom. Son propriétaire se rappelait avoir loué l'appartement à quelqu'un, mais sans pouvoir préciser les détails. Les appels aboutissaient à des numéros hors service. C'était comme si l'existence de Mike avait été partiellement effacée de la mémoire collective. « Je n'ai pas disparu », dit Mike. « Je suis devenu difficile à trouver, difficile à se rappeler, comme si votre cerveau n'arrivait plus à conserver l'idée de moi. Et chaque fois que je testais la machine sur moi-même, c'était pire. Je devenais un peu moins réel pour les autres. Au fil des années, la désynchronisation s'accentua. Les emplois étaient précaires. Ses collègues oubliaient qu'ils travaillaient là. Il ne pouvait pas garder de compte bancaire car les employés ne se souvenaient pas de l'avoir ouvert. Il errait enchaînant les petits boulots, les chambres temporaires, les endroits où personne n'avait besoin de se souvenir de lui.
et pendant tout ce temps, il poursuivait ses recherches, cherchant à comprendre ce qu'il avait fait, ce qu'il avait découvert. La machine ne manipulait pas le temps, mais la perception, la mémoire et les états de probabilité quantique qui déterminent si une personne peut être observée et mémorisée. « Chaque personne existe parce que les autres se souviennent d'elle », a déclaré Mike au Carter. « La mémoire crée la réalité et j'ai compromis ma capacité à être reconnu. Vous pouvez me voir maintenant. Nous parlons, mais c'est fragile et ça empire. » Les Carter posèrent la question qui s'imposait. Pourquoi revenir maintenant? Mike répondit qu'il était à bout de force. Chaque exposition avait aggravé les choses. Il pouvait à peine rester cohérent avec qui que ce soit pendant plus de quelques heures. Bientôt, il deviendrait complètement oubliable, présent mais imperceptible, existant dans les interstices de l'attention des gens. Il avait planifié ce moment des années auparavant. Il avait caché la boîte dans un endroit où le champ magnétique était d'une stabilité optimale. J'ai attendu que les bonnes personnes le trouvent. Des personnes chargées de tout documenter avant qu'il ne sombre complètement dans l'amnésie. Avant de partir, il a demandé 3 choses au Carter, envoyer les journaux à un centre de recherche privé, des personnes qui étudieraient son travail sans le reproduire imprudemment, verrouiller le grenier, certains appareils étaient encore magnétiquement actifs, et ne plus jamais tenter de le contacter. Les Carter ont acquiescé. Mike les a remerciés. Puis il est sorti. Et c'est ce qui restera gravé dans votre mémoire. L'oubli. Andrew et Melanie décrivent la même expérience. Dès que Mike a franchi le seuil de la maison, ils ont dû se concentrer intensément pour se souvenir de son visage. Son visage a commencé à se dissoudre dans leur mémoire presque instantanément, comme si l'on essayait de retenir de l'eau dans ses poings. En quelques minutes, Melanie a attrapé un carnet et a commencé à noter tout ce dont elle se souvenait, car les détails lui échappaient déjà. Andrew se retrouva à fixer le mur, essayant de se rappeler le son de la voix de Mike en vain. 1 heure plus tard, ils lisaient leurs propres notes, comme si c'était l'écriture d'un inconnu. Les mots étaient les leurs, mais le souvenir qui les accompagnait s'estompait. 1 semaine plus tard, ils durent relire leurs notes pour tenter de reconstituer la conversation. L'émotion, l'admiration, l'effroi, le poids des paroles de Mike se dissolvaient en quelque chose de vague et d'informe, comme se réveiller d'un rêve important, mais indescriptible. Aujourd'hui, des années plus tard, ils disent que cette rencontre leur semble être un événement qui n'est pas arrivé à quelqu'un d'autre. Un film dont ils se souviennent à moitié. Ils savent que c'était réel, car les journaux intimes sont là la photo. Polaroid, et là leurs propres notes sont là, mais le souvenir précis d'avoir été assis en face de Mike Markham s'estompe presque complètement. Voilà à quoi ressemble l'effacement de la mémoire. Pas vraiment l'oubli, quelque chose de pire. L'effacement lent et silencieux de la présence de quelqu'un de votre esprit alors que la preuve de son existence est juste sous vos yeux. Si vous êtes encore là, abonnez-vous, car les histoires de cette chaîne ne se contentent pas de raconter ce qui s'est passé, elles vous montrent ce qui n'aurait jamais dû être possible. L'affaire Mike Markham nous laisse avec une question qui n'a rien à voir avec les machines à remonter le temps. C'est plus simple et bien plus terrifiant. Que se passe-t-il lorsque ce qui vous rend réel aux yeux des autres, leur capacité à vous percevoir, à se souvenir de vous, à vous garder en mémoire, se brise? La réponse de Mike: vous ne disparaissez pas, vous ne mourrez pas, vous devenez simplement impossible à retenir. Un visage indescriptible, un nom qui s'échappe des lèvres, une présence qui se dissout dès que vous quittez la pièce. Les Carter ont tenu leur promesse. Les journaux ont été envoyés. Le grenier a été verrouillé. Depuis, des observations sporadiques et non vérifiées ont été signalées. Une personne correspondant à la description de Mike pose d'étranges questions dans les départements de physique des universités. Un homme, lors d'une conférence, s'est présenté comme Mike Markham, mais personne ne s'en est souvenu par la suite. Des témoignages provenant de refuges font état d'un homme aux connaissances techniques, dont le séjour a été trop court pour que son nom soit connu.
Des traces, des échos, la signature qui s'estompe d'un homme sombrant peu à peu dans l'oubli. Quelque part, Mike Markham erre encore dans un monde qui le reconnaît à peine. Il respire encore, il bouge encore, il tente encore de se faire remarquer avant que le dernier fil ne se rompe et qu'il ne disparaisse à jamais dans les méandres de la réalité. Vivant présent et irrémédiablement oublié. La machine fonctionnait, mais pas comme prévu, et le prix à payer était un sort pire que la mort. Mike Markham avait trouvé le moyen de briser la réalité, et la réalité l'avait brisé en retour.